Venons-en maintenant à la thérapie par exposition. Je vais commencer par vous présenter quelques définitions. Alors, il en existe plusieurs dizaines. J'ai pris un petit peu les définitions qui sont les plus redondantes, qui sont les plus utilisées. Alors d'abord, je vous ai mis la définition d'Abramovitz. Bon, Abramovitz, c'est un chercheur très connu dans le domaine de l'anxiété, au niveau de la recherche scientifique. Il définit la thérapie comme exposition comme étant un processus consistant à aider un patient à aborder et à s'engager envers des stimuli provoquant de l'anxiété qui ne posent objectivement qu'un risque quotidien sans l'utilisation de capacités d'adaptation pour réduire l'anxiété. Alors dit autrement, la thérapie par exposition, ça va consister à progressivement s'approcher d'un stimulus qui provoque de l'anxiété, mais qui provoque de l'anxiété alors que ce stimulus n'est pas effectivement dangereux. En l'absence d'utilisation de capacités d'adaptation pour réduire l'anxiété, dit autrement, sans mettre en place toutes les stratégies que mettent en place les patients pour réduire leur anxiété ou pour faire disparaître leur peur. Alors c'est une première définition. Une autre définition qui est celle de Edna Foa. Donc Edna Foa est très connue par exemple pour toutes les recherches sur la prise en charge de l'état de stress post-traumatique. Pour elle, la thérapie par exposition, c'est un ensemble de programmes de traitement couramment utilisés pour réduire la peur pathologique et les émotions associées, courantes dans différents troubles impliquant une composante de peur ou d'anxiété. Donc on a un petit peu la même idée. La thérapie par exposition, on voit ici, c'est un ensemble de programmes de traitement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manières différentes, que je vais aborder par la suite, de réaliser la thérapie par exposition et c'est essentiellement utilisé pour prendre en charge des peurs et de l'anxiété. Alors, c'est vrai que la plupart des expositions sont destinées à réduire ce type d'émotions, la peur et l'anxiété, mais on verra par exemple que c'est utilisé dans d'autres domaines, comme les domaines des troubles du comportement alimentaire, comme les domaines de l'abus de substances, etc. Une dernière définition, qui est la définition de Krask, dont on parlera dans le dernier chapitre de cette formation, nous dit que dans la thérapie d'exposition, le patient se confronte de manière répétée à l'objet évoquant l'émotion ou à l'indice associé à la consommation de substances, en l'absence d'issue négative pour le premier ou positive pour le second. Donc voilà, si on synthétise un petit peu les différentes notions, globalement, eh bien, la thérapie par exposition, c'est un ensemble de techniques, donc très divers, très variés, destinées à réduire une émotion qui va être inadaptée, une émotion qui est dysfonctionnelle. Par exemple, une peur qui se déclenche dans une situation qui n'est pas effectivement dangereuse. Pour cela, la thérapie par exposition va inviter le patient à se confronter de manière sûre et répétée à des stimuli qui déclenchent des réactions émotionnelles. La thérapie par exposition, c'est le gold standard de la prise en charge d'un certain nombre de troubles, essentiellement de troubles pour lesquels l'anxiété est une composante centrale, et donc ça ratisse assez large, c'est-à-dire tout ce qui va être phobie, troubles paniques, même si les troubles que je vais citer ne sont plus dans le DSM des troubles anxieux, ce sont des troubles qui se manifestent par de l'anxiété, donc l'état de stress post-traumatique, le TOC, mais c'est aussi utilisé dans d'autres domaines comme l'abus de substances, comme les troubles du comportement alimentaire. La thérapie par exposition a montré son efficacité dans les différents troubles que je viens de citer, mais la thérapie par exposition va prendre des formes très différentes en fonction des problématiques du patient. C'est-à-dire qu'on va être amené à réaliser des thérapies par exposition envers des objets. Alors, un objet, ça peut être un couteau, ça peut être une poignée de porte, un stimulus qui pourrait être potentiellement contaminé en fonction du trouble dans lequel on se trouve. On peut réaliser des prises en charge pour des peurs en réponse à des animaux, alors, peu importe l'animal, que ce soit un pigeon, un chien, un serpent, une araignée, ce qui provoque de l'anxiété chez le patient. On peut faire des expositions à des lieux, emmener des patients par exemple dans des lieux publics dans lesquels il y a beaucoup de personnes, dans des lieux qui sont clos, emmener dans des magasins, des grandes surfaces. On va pouvoir imaginer plein de choses. Dans des situations sociales où il va falloir prendre la parole devant un groupe de personnes, prendre la parole devant des inconnus. On peut exposer les patients à certaines pensées ou même à des obsessions, une catégorie de pensée. On peut les exposer à des souvenirs. Par exemple, dans le cadre de l'état de stress post-traumatique, les flashbacks traumatiques vont pouvoir faire l'objet de prise en charge par exposition. On peut exposer directement
à l'émotion en elle-même. Alors souvent, ça passe plutôt par l'exposition aux sensations corporelles qui sont impliquées par l'émotion. Et donc, vous voyez que, en fait, en fonction de la problématique du patient et en fonction de ce qui déclenche l'émotion chez ce patient, eh bien, on va adapter vraiment sur mesure la prise en charge et on va pouvoir lui créer des exercices spécifiques. La thérapie par exposition peut se réaliser de manière très diverse. Donc ça peut être mis en place dans différents troubles, en réponse à différents stimuli, à différentes situations, mais même la manière dont on va réaliser un exercice peut être très variée. On va avoir des exercices d'exposition qui peuvent être très brefs, ne durer que quelques minutes, alors qu'on va avoir des exercices d'exposition, par exemple dans le cadre de l'exposition à un souvenir traumatique, qui vont être prolongés et qui peuvent durer en moyenne à peu près 90 minutes pour un exercice prolongé. On va avoir des expositions qui vont se faire de manière très progressive, c'est-à-dire qu'on va commencer par des situations qui sont très peu anxiogènes pour progressivement complexifier les exercices, alors qu'on peut aussi avoir des expositions qui sont tout de suite un peu plus intenses. On peut avoir de l'exposition par simple évocation mentale d'une situation. Demander au patient de fermer les yeux, d'imaginer la situation, de la visualiser. On va avoir des expositions qui vont se faire in vivo, c'est-à-dire que sans simplement demander au patient d'évoquer la situation mentalement ou de lui montrer des images ou des vidéos de la situation, on va lui demander, et potentiellement on peut l'accompagner, dans la situation réellement. On va avoir des expositions qui peuvent se faire lorsqu'on n'a pas la possibilité d'accompagner le patient sur le terrain, par exemple, qui vont se faire en réalité virtuelle ou in virtuo. Donc il existe aujourd'hui tout un tas de dispositifs qui nous permettent de mettre notre patient en séance dans un environnement. Par exemple, si vous n'avez pas la possibilité d'accompagner votre patient qui souffre de troubles paniques et agoraphobie dans le bus parce que votre structure ne vous permet pas de réaliser ce type d'intervention, eh bien, il est tout à fait imaginable, avec un casque de réalité virtuelle, de récupérer une vidéo à 360 degrés de ce type d'environnement, d'une personne qui est dans le bus, et de réaliser l'exercice avec votre patient au sein de la séance. Donc on a vraiment des exercices qui sont variés, en réalité, en imagination, par évocation. On a des expositions qui vont se faire non pas sur des indices, sur des stimuli qui sont extérieurs, mais sur des sensations corporelles. Donc dans le trouble panique, par exemple, le patient va redouter d'avoir de nouvelles attaques de panique. Il a tout un tas de réactions corporelles normales qu'il va interpréter de manière catastrophique, qui vont augmenter son anxiété. Par exemple, l'augmentation du rythme cardiaque, la sensation peut-être de souffle court, une petite sensation de vertige, eh bien, on va pouvoir exposer les patients aussi à ces sensations. Alors, l'exposition prenant tellement de formes diverses et variées, avec des particularités pour certains troubles, l'objectif de cette formation n'est pas du tout de faire une formation complètement exhaustive à toutes les prises en charge possibles par exposition. Mon but aujourd'hui, dans cette formation, c'est de voir avec vous les éléments essentiels qui sont communs à la plupart des prises en charge par exposition. Que vous puissiez maîtriser les mécanismes qui sont sous-jacents. Alors sous-jacents à l'acquisition de la réaction émotionnelle, comme on a commencé à le voir, mais aussi les mécanismes qui sont sous-jacents à l'efficacité de la prise en charge par exposition. Je veux aussi voir avec vous les recommandations classiquement enseignées pour mettre en place des exercices avec vos patients. Et enfin, ce qui m'intéressera, ce sera de pouvoir anticiper d'éventuelles rechutes, de pouvoir mettre en place des interventions pour réduire le risque de rechute.